voir l'ensemble des autorités. Demain, nous aurons des échanges sur l'énergie nucléaire et je me rendrai à l'université franco-vietnamienne. Cette visite s'inscrit dans un contexte très singulier pour nous tous. D'abord, évidemment, la question des tarifs qui frappe lourdement le Vietnam, pays qui a transformé son économie très profondément ces dernières années, mais beaucoup par des exportations vers le continent américain et qui a été menacé de taxes à plus de 45% de tarifs par les États-Unis, d'un contexte qu'on connaît de guerre en Europe impliquant la Russie et de cette guerre d'agression donc lancée par le président Poutine et évidemment cette tension sino-américaine qui touche beaucoup des pays de la région. Dans ce contexte, la France, depuis 2018, a lancé une stratégie Indo-Pacifique qui vise justement à renforcer notre coopération avec beaucoup des pays de la région, avec une conviction qui est la défense du droit international, de la capacité à avoir un modèle de prospérité et de paix avec tous ces pays et de développer des stratégies de partenariat nouveaux. Cette volonté a été reconnue pleinement par le Vietnam qui a engagé avec la France, à la fin de l'année dernière, un partenariat stratégique global. Nous sommes le seul pays européen avec lequel il y a ce niveau d'intensité et cette visite d'État venait en quelque sorte consacrer ce mouvement. Elle nous a permis d'abord de partager nos vues, un attachement au droit international, précisément, une condamnation des guerres d'agression, une volonté de préserver la souveraineté des peuples, la liberté maritime aussi, en particulier dans la mer de Chine méridionale. Et c'est ce même agenda que nous voulons défendre dans les discussions douanières comme dans les enceintes internationales. Ensuite, nous avons beaucoup avancé ces dernières années sur les questions de mémoire. J'avais envoyé le ministre des Armées de l'année dernière pour la commémoration de Dien Bien Phu, ce qui était évidemment un mouvement historique. Et nous avons la volonté à Dien Bien Phu justement d'avoir un partenariat avec le mémorial de Caen et de faire un travail de mémoire commune. Nous avons ce matin et nous aurons ce soir à nos côtés plusieurs vétérans, anciens combattants donc de la guerre d'Indochine et de ces moments qui ont marqué notre histoire commune. Au-delà de ça, nous avons aussi signé pour la première fois une lettre d'orientation et une lettre commune en matière de défense, avec là aussi premiers achats, des premières capacités et une volonté donc d'avancer sur les questions de défense et de capacité, des hélicoptères, en passant par l'ouverture de nouveaux chantiers. Nous avons aussi signé la conclusion de satellites lors de ce déplacement. Au-delà de ça, il y a en matière d'aéronautique, de ferroviaire, d'économie industrielle, de services aux entreprises, à peu près tous les domaines du jeu qui ont fait l'objet de coopération. Et ce sont à l'occasion de cette visite d'État 9 milliards d'euros de contrats qui sont signés et qui marquent en matière de défense, d'aéronautique, d'énergie, de ferroviaire, le lien très fort qu'il y a entre nous. Je le disais en commençant mon propos, j'aurai demain un moment spécifiquement dédié à l'énergie parce que nous avons décidé avec le Vietnam de lancer une initiative que nous avons justement programmée après la COP de Glasgow il y a quelques années avec plusieurs pays partenaires qui sont ces programmes de transition énergétique juste, JETP dans le jargon. Ces programmes que nous avons d'ailleurs avec l'Afrique du Sud ou avec d'autres, nous les avons avec le Vietnam. Et quels que soient les retraits en particulier américains, nous avons conforté et confirmé notre engagement. La France a déjà engagé 250 millions d'euros sur ce programme. Elle a encore 250 millions d'euros à engager. Et c'est dans ce cadre-là que nous investissons pour accompagner le Vietnam dans sa décarbonation. Ce qui est un des enjeux majeurs pour la planète. Pourquoi ? Parce que le Vietnam fait partie de ces pays qui ont un modèle de développement qui a beaucoup reposé sur le charbon. Ils ont pris l'engagement de ne plus décider l'ouverture de nouvelles centrales. Certaines qui ont été décidées par le passé vont s'ouvrir dans les années qui viennent, donc ils ne sont pas encore tout à fait au pic. C'est un peu une problématique voisine d'ailleurs de la Chine. Mais ils ont commencé leur conversion et nous les accompagnons. D'abord avec des centrales à gaz, qui font partie de cette transition, qui accompagnent EDF. Ensuite par la volonté de nouer un partenariat en matière d'énergie renouvelable, tout particulièrement d'hydroélectricité, où nous avons des compétences, un savoir-faire. Et puis notre volonté de réinitier un partenariat sur le nucléaire civil. Et là, EDF souhaite, avec son partenaire japonais MHI, être un allié de cette stratégie vietnamienne. Et donc là aussi, un accord a été signé ce matin dans ce contexte. Au-delà de cela, nous avons plusieurs engagements internationaux que nous souhaitons faire avancer. Le Premier ministre sera présent au sommet des océans à l'UNOC, donc le 8 juin prochain à Nice. Nous souhaitons également nous coordonner dans plusieurs enceintes internationales
et puis avancer en matière de sécurité des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam. Là aussi, le Vietnam attend des réponses et la France, en tout cas, soutient celle-ci. Voilà, je pourrais être plus long et couvrir beaucoup d'autres sujets, mais c'était le cœur du déplacement qui était mis aujourd'hui, et cette visite d'État dans laquelle plusieurs ministres, parlementaires et une grande délégation économique et culturelle m'accompagnent. Et je finirai sur ce point parce que nous avons aussi les échanges humains. On a une très grande communauté vietnamienne et franco-vietnamienne dans notre pays, dont nous prenons soin et qui joue un rôle important. Et ces échanges humains ont structuré une relation très forte sur le plan culturel, intellectuel, académique, en matière de médecine, en matière de coopération scientifique. On célébrera ce soir 2 grands destins français en l'espèce, mais nous consolidons ces partenariats. On signe donc plusieurs accords pour développer la langue française. Et c'est un des points importants. Elle a reculé dans la région ces dernières décennies. Notre volonté est de réengager. C'est pour ça que le secrétaire général était présent au sommet de la francophonie à l'automne dernier. Et nous souhaitons donc pouvoir ouvrir de nouvelles écoles. Ça fait partie de notre partenariat. Et développer l'enseignement du français dans les différents cycles d'enseignement vietnamien. Et ce lien humain, le fait de l'entretenir, les nouveaux projets artistiques, culturels et scientifiques que nous développons à l'occasion de ce voyage et la place du français sont aussi un élément clé. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, il y a ces menaces de taxes ici au Vietnam à hauteur de 47%, et puis on l'a appris il y a quelques heures, vendredi, Donald Trump qui une nouvelle fois fait une sorte de volte-face et menace l'Union européenne de taxes à hauteur de 50%. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous l'avez vu au téléphone? Est-ce que ce sont des menaces de la com, ou est-ce qu'il faut vraiment, cette fois-ci encore, le prendre vraiment au sérieux? D'abord, la position de la France est claire, je l'ai réitérée ici. Nous pensons que les déséquilibres commerciaux, quand ils existent, ne se règlent pas par les tarifs. La France est un pays qui, comme vous le savez, d'ailleurs a des déficits commerciaux eux-mêmes, mais pour nous, c'est très largement lié à notre dépendance hydrocarbures, ce qui est, je le rappelle toujours, et c'est toujours important de s'en souvenir, tout ce qui nous permet de décarboner notre économie réduit notre déficit extérieur. Parce que c'est ça le cœur de nos importations. Je ferme cette parenthèse. Et on la règle donc en réorientant les commerces, en étant plus compétitifs, mais en aucun cas par des tarifs. Donc, nous ne pensons pas que ce soit la bonne méthode. De même que nous ne pensons pas que ce soit une bonne méthode de créer de l'incertitude en permanence, parce qu'elle freine les investissements et l'économie. Ceci étant dit, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président Trump, en effet. Je crois qu'il faut voir là la traduction d'une impatience à conclure. Il y a eu aussi des échanges avec la présidente von der Leyen ces dernières heures, qui a poursuivi une discussion très en profondeur. Et moi, je suis confiant. Quel est notre objectif? D'avoir un cadre d'investissement et d'échange pacifié avec les États-Unis d'Amérique. Et de le faire, évidemment, de part et d'autre en défendant nos intérêts, mais en permettant qu'il y ait la concurrence la plus loyale possible. C'est ce en quoi nous croyons, une concurrence loyale et équitable. Et donc les discussions avancent bien. Il y a eu un bon échange, je crois, entre le président Trump et la présidente von der Leyen. Et je souhaite qu'on puisse poursuivre sur ce chemin qui doit nous conduire plutôt à revenir à des tarifs les plus bas possibles, qui permettront les échanges les plus fructueux possibles. J'ajoute, pour le rappeler, que les chiffres qui sont souvent invoqués de commerce et de déficits commerciaux, lorsqu'ils donnent des montants plus de 240 milliards d'euros, sont faussés parce qu'ils ne prennent pas en compte les biens et services numériques, qui eux sont très à l'avantage des États-Unis d'Amérique. Et si on rééquilibre les flux des biens et produits par les biens et services numériques, où les États-Unis sont très exportateurs vers l'Europe, on a un déséquilibre qui est à peine d'une 50aine de milliards, c'est-à-dire 0,2 points de PIB américain. Donc vous voyez que par rapport à la magnitude de nos échanges, on a une relation commerciale qui est quasiment équilibrée. Comme Donald Trump, Vladimir Poutine est devenu complètement fou. Et que pensez-vous des dernières heures en Ukraine? Écoutez, je ne pense pas ce qui se passe en ce moment en Ukraine est inacceptable et gravissime. On ne peut pas dire dans la journée par ses représentants, par ses communiqués ou autres, qu'on est prêt à discuter et qu'on veut la paix, et bombarder. Parce que quand on bombarde, c'est qu'on veut tuer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chaque jour, et de manière de plus en plus intense. Et donc ce double langage montre simplement le caractère inauthentique des discussions qu'il y a pu avoir. Et j'ai lu comme vous, et j'ai pu parler avec le président Trump sur ses réactions. Je pense que le président Trump réalise que lorsque le président Poutine au téléphone lui a dit qu'il était prêt à la paix, ou lorsque le président Poutine a dit à ses émissaires qu'il était prêt à la paix, il leur a menti. Et donc la priorité pour la France,
pour ses partenaires européens et les Ukrainiens, c'est que nous obtenions au plus vite un cessez-le-feu le plus durable possible, qui permette d'engager des discussions pour une paix robuste et durable, et que pour cela, comme nous nous l'étions dit il y a une dizaine de jours à Kiev, en Européens et en coordination étroite avec les Américains et d'ailleurs plusieurs autres alliés, eh bien, nous donnions une date butoir au président Poutine, qu'enfin tous puissent constater qu'il ment, et qu'au-delà de cette date butoir, il y ait une représaille massive qui soit effectuée, en particulier en termes de sanctions. On a pris beaucoup de sanctions ces derniers mois, et depuis 3 ans. Il faut maintenant qu'avec les États-Unis, on soit engagé pour que cela cesse. Je salue la volonté américaine de paix, mais aujourd'hui, il faut nous donner collectivement les moyens de l'imposer au président Poutine. Le seul moyen, c'est de la menace de sanctions massives. Donc, je souscris à ce qui a été dit, et je considère que ce qui s'est passé ces dernières heures est gravissime, et dit à quel point le président Poutine a menti aux Européens et aux Américains. Juste, Monsieur le Président, en arrivant ici à l'Hôpital, vous avez de la santé de votre avis, vidéo générale sur les réseaux sociaux, où elle semble pouvoir vous agréger le visage. Votre entourage va devoir démentir la véracité de cette vidéo. Est-ce que vous avez la nier ou est-ce que vous acceptez une fois qu'elle soit authentifiée? Et quelle est votre action par rapport au fait que cette vidéo-là et de quelle action? On n'est pas totalement dans le même registre de discussion que ce qu'on vient d'avoir. Alors, il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc, c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan, et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi, et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer, voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement parce que à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je ne parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo. Et parfois, chez certains aussi, de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. Qui aurait intérêt à le faire? Vous dites des maboules. Les réseaux sont toujours les mêmes. Ils sont assez tracés. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys. Et après, on a des tas de comptes, anonymes ou pas. Et puis, on a toujours les mêmes ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou je ne parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc, on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc, nous, il faut qu'on reste calme et qu'on dise les choses. Et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Monsieur le Président, quelques mots sur ce matin peut-être, ce oui. qui s'est passé. Non, Bruno Retailleau s'est exprimé concernant ce rapport sur l'entrisme qui a été dévoilé il y a quelques jours maintenant. Il semble que vous ayez
n'a pas été très satisfait du fait que ce document ait été dévoilé. Ce matin, le ministre de l'Intérieur réaffirme que c'était nécessaire et que ça lui paraît très important. Non mais ce document, d'abord, de quoi parle-t-on? Que veut-on faire? Et faisons les choses sérieusement. Je n'ai pas été content du fait qu'un conseil de défense se tenait sur un document confidentiel avec pour débattre des conditions de sortie de ce document et qui fuite avant. Ça n'est pas professionnel. Donc moi j'aime bien que les choses soient faites de manière professionnelle, ça n'a pas été le cas. Bon. Maintenant, depuis plusieurs années, et je le dis parce qu'il faut toujours distinguer les choses, nous dont la religion est l'islam. Je pense que la religion est l'islam, et dont la religion et l'islam puissent vivre en paix. D'ailleurs, ils sont en paix, ils aiment la République, ils aiment notre pays, donc je veux qu'on arrête de tout confondre dans les débats, et je commence par là. On a ensuite, dans certains quartiers, dans certains endroits, des phénomènes identifiés. J'en ai parlé en 2020, au discours des Mureaux, ce qu'on appelle le séparatisme. C'est-à-dire certains qui, au nom de l'islam, un islam politique, beaucoup plus radical, eh bien, demandent de ne pas respecter les lois de la République en l'assumant. Nous avons, à la suite de ça, fait un très gros travail qui a conduit à prendre une loi qui a été promulguée en 2021, qui est appliquée, et qui, au titre de ça, pour faire respecter les principes de la République, a permis de fermer des écoles où des petites filles étaient tenues à part de manière non conforme aux règles de la République, a permis de fermer des associations qui, là aussi, n'étaient pas conformes aux règles de la République, de mieux régenter les relations entre les associations qui touchent des subsides de la République et le respect de nos principes, etc. J'ai demandé d'abord qu'il y ait une évaluation très précise qui soit faite de cette loi, est en train d'être finalisée par l'ensemble des ministres concernés sous la supervision du Premier ministre, parce qu'on peut toujours améliorer les choses. Et en début 2024, donc c'était alors Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Gabriel Attal, Premier ministre, je vous le rappelle, nous avons demandé collectivement un nouveau travail à des hauts fonctionnaires et experts sur la question de l'entrisme, qui n'a rien à voir avec le séparatisme, mais qui est là une stratégie développée par certaines confréries ou organisations, en particulier les frères musulmans, qui consiste, sans signe visible, à en quelque sorte retourner les esprits, mais sans que ça se voit de manière organisationnelle. Alors il faut faire attention avec ça, ça existe, c'est là le rapport le qualifie bien, et il y a plusieurs exemples dans le rapport géographique qui sont donnés, c'est pour ça que je souhaite qu'il soit communiqué en bonne et due forme, mais il ne faut pas pour autant penser qu'il y en a partout, parce que ça peut rendre complotiste ou paranoïaque. Donc il faut identifier ce problème, et surtout il faut qu'il y ait une réponse. Et donc ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est deux choses. Donc il y a des premiers éléments organisationnels qui m'ont été proposés par le gouvernement, qui ont été validés en Conseil de défense, c'est-à-dire que les directions compétentes du ministère de l'Intérieur, direction du renseignement, direction des libertés publiques, puissent mieux travailler ensemble pour préparer ces dossiers, qu'on puisse avoir aussi un meilleur travail local sur la base de ce qui est fait. Mais j'ai demandé que dans les semaines à venir, on puisse aussi parachever des éléments pour voir si, juridiquement, il nous faut des choses pour lutter contre ces phénomènes. Parce que ça existe dans notre République, on ne doit pas le laisser faire, pour justement que dans les communes où ça se passe, eh bien, nous défendions les principes qui sont les nôtres et la possibilité de vivre ensemble. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est un rapport important qui a été commandé en janvier 2024. Il y a une partie communicable qui a été préparée, qui va être officiellement communiquée à tous pour que chacune et chacun voit le problème. Et il y a surtout des réponses qui doivent être préparées, comme nous l'avons fait avec le séparatisme. Et ce qui a été fait sur le séparatisme, si besoin était, devra être complété. C'est un chemin extrêmement important, exigeant, pour préserver à la fois l'unité de notre République, pour nous protéger face à des comportements qui sont extrêmes, mais surtout des comportements qui cherchent à déstabiliser, à ne pas respecter ou à affaiblir les principes de la République. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la possibilité de vivre entre concitoyens, c'est l'équilibre politique et l'indépendance de la France. Pour autant, l'exigence qu'on doit avoir, le caractère intraitable de nos réponses, ne doit pas conduire à tout confondre et à stigmatiser l'ensemble de nos compatriotes, dont l'islam est la religion. Nous devons y aller, je vous remercie. On aura oui, bien sûr. Poutine de fou. Est-ce pour vous le signe que les États-Unis et Donald Trump en particulier seraient prêts à déclencher des sanctions massives à l'égard de la Russie? Et avez-vous évoqué ce sujet avec lui? Écoutez, je le souhaite. Je le souhaite non pas pour qu'elle soit mise en œuvre, mais pour qu'elle soit suffisamment dissuasive pour permettre d'avoir la paix. En tout cas, nous avons vu ces dernières heures, une fois encore, s'exprimer la colère de Donald Trump et une forme d'impatience.
Je souhaite simplement maintenant qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président Trump a déploré, a condamné des frappes. Là, je souhaite que cette indignation qu'il a exprimée, que nous partageons, elle se traduise dans une capacité des États-Unis d'Amérique avec les Européens à menacer d'un paquet de sanctions totalement différent et beaucoup plus massif qui permettent de dissuader la Russie et enfin d'arrêter le conflit. Et je le dis parce qu'il en va de la crédibilité des États-Unis d'Amérique et de la nôtre désormais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, je l'ai évoqué avec lui, comme à chaque fois. Et moi, je l'ai engagé à aller dans cette direction parce que c'est véritablement le seul moyen de bâtir cette paix et d'avoir ce cessez-le-feu. Allez-y, oui. Merci beaucoup. Malgré les trentaines d'accords signés ici, la France reste le 21e partenaire du Vietnam. Comment est-ce qu'on fait exister la France face à la Chine, face aux États-Unis qui ont d'autres arguments Alors d'abord, il y a eu pendant longtemps une histoire qui avait ses hauts et ses bas, comme on dit ici, et sans doute une confiance qui n'était pas encore là. Je pense que ces dernières années, nous avons collectivement commencé à changer les choses. J'en veux pour preuve le fait que nous sommes le seul pays d'Europe qui a ce statut de partenariat stratégique global. Ensuite, vous avez totalement raison de dire que nous n'avons pas le niveau d'échanges commerciaux et d'investissement qui pourrait être le nôtre. Alors nous n'aurons jamais le niveau de la Chine ou des États-Unis compte tenu de la taille des économies. Mais après, il y a des économies plus régionales qui sont plus intégrées. Je souhaite que nous puissions faire plus. Je pense qu'on peut faire davantage avec l'aéronautique. On a commencé, c'est l'essentiel des accords qu'on signe là, avec la défense. Et là, je pense que c'est une manière aussi de diversifier le partenariat pour nos amis vietnamiens, parce qu'il y avait un lien très étroit avec d'autres pays de la région. La France, voilà, est un grand pays exportateur. Nous sommes le deuxième exportateur mondial en défense. Et il y a une vraie qualité, ça permet de diversifier le risque. En termes d'énergie, je l'ai dit, et là je crois beaucoup à ce qu'on est en train de semer, donc j'ai beaucoup d'espoir dans ce qu'on peut faire sur l'hydroélectricité et le nucléaire civil. Et puis en termes ferroviaires et de services urbains. Donc oui, on doit faire plus, et vous avez tout à fait raison de rappeler l'endroit d'où on part. Merci, Monsieur le Président. Juste l'interdiction du port du voile dans l'espace public proposée par votre... Non mais je ne vais pas commenter toutes les problèmes. Je pense que j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le... 15 ans, je suis pas si... Non mais, est-ce que ça répond à la question ou du séparatisme ou de l'entrisme? La réponse est non. Donc je pense qu'il faut avancer avec méthode. Si on amalgame tous les débats, on crée de la confusion chez nos compatriotes. Donc je pense que là, qu'est-ce qui se passe en actualité? Il y a un rapport qui est rendu au gouvernement sur l'entrisme. Le gouvernement doit travailler pour apporter des réponses face à cela, évaluer la qualité des réponses qui ont été apportées sur le séparatisme. Je m'en tiendrai là. Le reste, il faut que chacun vive dans une société où on doit être exigeant, où il y a des droits et des devoirs, mais où il doit y avoir aussi du respect à l'égard de chacun. Merci beaucoup. Merci.